Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre des Arts donc pour la suite de ce cycle consacré au polar avec ce soir donc ce film de Richard Fleischer, Les flics ne dorment pas la nuit. Donc ici vous avez la belle affiche américaine du film, donc The New Centurion en anglais, film de 1972. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu ? Assez peu, il me semble. Je suis ravi. Donc, vous allez découvrir, je crois, un très grand film. Donc, c'est un film en fait qui va vous présenter les nouvelles recrues à l'époque du Los Angeles Police Department, donc la police de Los Angeles, et qui va vous montrer leurs premiers pas finalement dans l'exercice de leur métier, donc dans les voitures, les patrouilles, etc. Donc, c'est un film qui va explorer un peu ce quotidien et nous emmener avec eux. Alors, je disais, c'est un film de Richard Fleischer que vous connaissez, je pense, sinon par son nom, sinon par ses films qu'il a réalisés. Il a fait quelques films qui sont très connus. Mais c'est un cinéaste assez particulier, qui a une très grande carrière. Mais puisqu'on a un cycle Danet en ce moment, je voulais citer Serge Danet qui disait de Richard Fleischer, il a réussi tous ses films, mais il n'a pas fait une œuvre. Alors ça paraît un petit peu dur comme ça, mais bon, je pense que c'était pour dire en fait que on peut pas considérer que c'est un auteur au sens de la politique des auteurs, c'est-à-dire que c'est difficile quand on voit les films de Richard Fleischer peut-être de dégager, d'identifier un style propre, ou même c'est peut-être un peu difficile de dégager des thématiques récurrentes, même si récemment il y a eu quand même des livres qui sont sortis sur Richard Fleischer. Voilà, donc il commence à être peut-être un peu plus étudié, un peu plus reconnu, parce qu'il est longtemps, je pense, resté un peu dans l'ombre, quoi, au niveau de la reconnaissance. Alors Richard Fleischer, c'est le fils de Max Fleischer, qui était un pionnier de l'animation au cinéma. Richard Fleischer, lui, il a commencé à faire des courts-métrages au début des années 40. Il s'est engagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il a connu ses premiers succès en faisant des films noirs de série B. On peut citer par exemple, Armored Car Robbery en 1950. Voilà, il a fait des très bons films noirs à ce moment-là. Et après, dans les années 50, il va commencer à réaliser des films à grand spectacle. Il y en a certains que vous avez probablement vus. Il y a 20 000 lieues sous les mers en 54. Et puis les Vikings aussi avec Kirk Douglas en 58. Alors je ne peux pas tous les citer, mais il y a le Voyage fantastique par exemple en 66, qui est une grande date du cinéma de science-fiction. Mais c'est des films quand même à gros budget, assez spectaculaires. 20 000 lieues sous les mers, c'était produit par Disney. Donc voilà, c'est un peu des films comme ça qui sont assez représentatifs de ce qui se faisait dans le Hollywood classique finissant. Voilà, qui misait en fait sur des très gros budgets, très gros spectacles, toujours plus pour essayer de contrer un peu la concurrence de la télévision entre autres. Donc il a excellé dans ce genre d'exercice. Et puis on peut dire, encore une fois, il a fait beaucoup de films, mais on peut dire qu'il y a une autre partie de sa carrière qui s'ouvre à partir de 68 avec L'Étrangleur de Boston, qui est un film très étonnant avec Tony Curtis qui incarne un serial killer. Et c'est un film qui est quasiment expérimental parce qu'il va beaucoup utiliser le système du split screen, vous savez, cette méthode où on voit plusieurs images à l'intérieur de l'écran avec des actions qui se déroulent en même temps. Et donc c'est une manière d'explorer en fait cette thématique du serial killer psychotique, un peu à la suite de Psychose, on pourrait dire. Et donc d'essayer de trouver une nouvelle manière de représenter ça à l'écran. C'est un film tout à fait étonnant. Voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Et alors après, on peut citer notamment les films qu'il est allé tourner en Europe. Il a commencé en Angleterre. Il a fait un autre film, le serial killer, qui est vraiment complètement glaçant, qui est un vrai chef-d'œuvre, qui s'appelle L'Étrangleur de Rillington Place. 10 Rillington Place en anglais en 71. En Angleterre, il va faire aussi Blind Terror, qui est Terreur aveugle avec Mia Farrow. Et puis ensuite, il va tourner aussi en Espagne. Alors un film qui est pas très connu, il me semble, qui s'appelle The Last Run en anglais, avec George C. Scott déjà,
et qui s'appelle en français Les Compagnons de la, oui c'est ça, non, Les Complices pardon de la dernière chance. Alors c'est vraiment un film formidable. Je vous recommande si vous pouvez le trouver. Je pense qu'on peut le trouver sur internet. C'est un film dans lequel voilà, George C. Scott joue une sorte d'ancien criminel, homme de main, qui a refait sa vie, qui a tenté de refaire sa vie au Portugal, qui a échoué et qui va voilà, la dernière chance, c'est-à-dire qu'il va essayer de remplir un dernier contrat. Donc c'est voilà, un film qui est voilà, tout à fait de la période, du Nouvel Hollywood, mais qui est vraiment voilà, une sorte de polar, film criminel, vraiment extraordinaire. J'aurais voulu vous montrer cette année, mais voilà, pour des problèmes de droit, c'était pas possible, quoi. Donc, en tout cas, je vous le recommande. Et puis donc là, on a New Centurion en 72, on va en reparler. Et un autre film aussi, vous connaissez probablement, c'est Soleil Vert en 73, qui est un très grand classique de la science-fiction de l'époque, science-fiction dystopique, quoi, avec Charlton Heston. Et enfin, cette grande période de sa carrière se clôt avec Mandingo en 75, qui est un film, alors encore une fois, complètement incroyable, qui se situe dans le sud des États-Unis au temps de l'esclavage, et qui est une sorte de négatif ou de contre-champ de Autant n'emporte le vent. Un film très violent, très cru, qui a beaucoup choqué à l'époque, et semble-t-il, ça a un peu coûté à Richard Fleischer sa carrière, puisque par la suite, on va lui demander uniquement des films on va lui demander uniquement des films de commande. Voilà. Alors, je dirais impersonnel, mais en tout cas des films dans lesquels il n'a pas déployé son talent comme il l'a fait jusque-là. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Fleischer, il fait partie de ces cinéastes finalement qui ont réussi la transition entre le Hollywood classique et puis cette période qui nous intéresse, le Nouvel Hollywood. Ils sont pas si nombreux que ça en fait à avoir passé la rampe, quoi, d'une certaine manière, avoir réussi à se transformer, à s'adapter. Je sais pas, on peut citer John Huston, Robert Aldrich, mais voilà, il me semble que Richard Fleischer est un de ceux qui a vraiment donné le meilleur de lui-même, quoi, à cette période. Alors vous voyez sur l'affiche, peut-être dire un petit mot sur les acteurs. Alors c'est marrant parce que là sur l'affiche, George C. Scott comment dire, on a l'impression que c'est le premier rôle, mais il joue un second rôle dans le film. L'acteur principal en fait c'est celui qui est un peu plus sur la droite, donc c'est Stacy Keach. Alors Stacy Keach, vous le connaissez probablement, puisque voilà, si vous avez mon âge ou plus, vous avez sans doute vu la série Mike Hammer dans les années 80, qui a eu énormément de succès. Enfin, c'est ça qui l'a rendu populaire. Mais c'est un acteur qui a commencé beaucoup plus tôt. Il était d'abord acteur de théâtre dans les années 60. Et on va dire que peut-être le meilleur de sa carrière cinématographique se situe à ce moment-là, de début des années 70. Il a commencé dans un premier film assez amusant qui s'appelle The Traveling Executioner, en fait, qui raconte l'histoire d'un bourreau en fait, qui se balade avec sa chaise électrique de prison en prison. C'est une comédie noire comme on pouvait en réaliser seulement à cette époque, qui est assez drôle. Bon, c'est pas un grand film, mais ensuite il va enchaîner avec entre autres avec un western qui s'appelle Doc. De Frank Perry, oui, je crois que c'est ça, qui en 71, qui adapte l'histoire de Règlement de compte à Hockey Corail. Il va enchaîner donc avec New Centurion et il va faire un autre chef-d'œuvre qui s'appelle Fat City de John Huston en 72, qui est un film pareil que je vous recommande, qui est extraordinaire, qui est dur, mais qui raconte l'histoire d'un boxeur qui a une carrière qui n'a jamais vraiment décollé, qui vit dans la misère et qui doit passer le relais, enfin un jeune homme qui veut entrer dans la boxe, incarné par Jeff Bridges. Voilà, très très grand film. Donc donc Stacy Keach, il a quand même à son actif quelques films très très bons. Et puis George C. Scott, évidemment, là j'imagine que vous le connaissez. Il a une carrière assez prodigieuse. Au début, c'était plutôt des seconds rôles qui l'ont fait connaître. Peut-être vous vous souvenez de Anatomie d'un meurtre en 59. Il y a The Hustler, c'est l'arnaque de Robert Hudson en 61. Docteur Folamour en 64 de Kubrick qu'on va passer d'ailleurs le mois prochain, et très exactement le 10 décembre. Et puis le rôle qui va vraiment le faire connaître et reconnaître, c'est Patton en 70 de Franklin G. Schaffner,
qui va lui apporter un Oscar déjà, et dans lequel il incarne ce général en fait américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui fait partie des forces de débarquement en Europe et qui a un personnage complètement mégalo, brutal, mais en même temps voilà, qui a un fond sensible. Et avec ce film, en fait, voilà, George C. Scott va devenir une sorte de figure qu'on peut dire un peu paternaliste, quoi, le côté un peu voilà, sévère mais juste, que le public va beaucoup apprécier. Et donc on va le retrouver dans pas mal de films. Donc il y a celui-ci, il y a The Last Run que je vous ai cité, et peut-être on peut évoquer par exemple vers la fin des années 70, 79, il y a ce film de Paul Schrader qui est assez étonnant, qui s'appelle Hardcore, et dans lequel George C. Scott incarne un père de famille rigoriste, enfin chrétien, rigoriste, calviniste pour être exact, et qui va voilà, apprendre que sa fille est tombée dans l'industrie du porno. Donc voilà, je trouve que c'était une idée de casting assez géniale. C'est un film assez étonnant qu'on avait présenté avec Jean-Baptiste Torret il y a maintenant une bonne dizaine d'années, quoi. Donc voilà, en tout cas, on a des acteurs hyper solides, voilà, des gens hyper talentueux. Je peux citer au scénario, c'est Stirling Silliphant qui est celui qui avait fait le scénario de Dans la charge de la nuit en 67. Et puis Roberton aussi, qui a participé au scénario, qui est un très grand scénariste de l'époque, entre autres Chinatown. Voilà. Alors, ce qui est important de dire, je crois, par contre, c'est que à la base, il y a un livre à la base de ce film, un livre de Joseph Wambaugh, qui est voilà, un écrivain qui a pas mal compté d'une certaine manière pour le renouvellement du polar à cette époque. Son bouquin sort en 71 et vous voyez, le film est fait dans la foulée. Et Joseph Wambaugh, c'est un ancien policier. Il a été policier dans les années 60. Il a commencé tout en bas de l'échelle, entre guillemets. Voilà, il patrouillait dans les rues, un peu comme les personnages que vous allez voir, et il prenait des notes, et il commençait voilà, à faire des projets de livres pour restituer un peu ce que c'est que la vie des policiers. Donc c'est voilà, je dis ça parce que c'est comment dire, il y a dans ce film une visée quand même d'un certain réalisme, d'une certaine authenticité. Je pense que vous allez le ressentir. Joseph Wambaugh, il a aussi, alors je vais vous le dire parce qu'on va passer le film. Il a écrit un bouquin qui est à l'origine du film The Onion Field, qui sort en 79, je crois, voilà, qu'on passera vers la fin de ce cycle, et qui est un super polar aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup compté. Voilà, le film a été un succès au box-office à l'époque, et ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a des critiques, notamment en France, qui l'ont voilà, assez mal reçu, parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, surtout les intellectuels, enfin les gens de la critique qui étaient voilà, souvent très à gauche, voilà, ont mal en fait reçu le fait que le film se mettait du côté des policiers, entre guillemets. Enfin, en tout cas, que c'était leur point de vue. Et donc, il a été un peu qualifié de film voilà, un peu fasciste, entre guillemets, mais aujourd'hui ça fait sourire. Mais il faut quand même le dire, quoi, qu'il y avait fait partie de ces films qui ont été sans doute très très mal jugés à l'époque. Mais bon, de toute façon, on reparlera de ça. Et puis, il y a d'autres films comme ça, d'autres polars qui ont été un peu mal compris, je dirais, à l'époque. Il y a Electra Gliding Blue, que je vous passerai un peu plus tard dans le cycle. Voilà, on peut citer Badge 373 avec Robert Duval. Enfin voilà, il y en a d'autres, en fait, des films qui sont faits du point de vue des policiers, et qui sont voilà, des films souvent assez durs quand même. Le polar des années 70, c'est pas hyper marrant, mais voilà, il y a beaucoup de films vraiment formidables. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On va regarder le film, et puis j'espère que vous resterez après pour partager une discussion. Voilà, très bonne séance, et à tout à l'heure. J'espère que ça vous a plu. Bon, faut se remettre quand même de cette fin qui est très dure. Alors, peut-être juste quelques petits commentaires sur le tournage, juste pour vous dire que bon, le film a été tourné en 2 mois et demi.
Voilà, ce qui est pas exceptionnellement long. Juste dire quand même, et bon, vous avez dû vous en rendre compte qu'il était tourné entièrement en décor réel, précisément dans le quartier mexicain à l'est de LA, de Los Angeles. Et d'ailleurs, le commissariat que vous voyez, en fait, n'était plus en activité au moment du tournage, mais il était en activité jusqu'en 65. Donc bon, il n'y a pas de décor de studio, donc ça fait partie évidemment de cette démarche en Nouvelle Hollywood, de sortir des studios de l'ancienne Hollywood et de se confronter à la réalité, à la modernité, quoi. Donc ce mouvement en fait qui a été démarré entre autres par la nouvelle vague en France, bien sûr, quoi. Au niveau de cette démarche finalement de recherche de réalisme, d'authenticité, je vous parlais de Joseph Wambaugh, qui était donc l'auteur du livre dont le film est adapté. Il a fait embaucher un coéquipier, qui était donc son partenaire quand il était flic, et qui s'appelait Richard Kalk, et qui a été embauché donc comme conseiller technique sur le film, voilà, pour conseiller sur les usages de la police, surveiller que voilà, tout reflète la réalité. Entre autres, Stacy Keach s'est vraiment entraînée dans une école de police pendant 2 semaines avant le tournage. Donc voilà, il y a toutes ces démarches en fait qui concourent à la qualité un peu documentaire du film. Enfin, on y reviendra. Une anecdote que je trouve assez sympa, c'est le fait que les 2 acteurs, donc Stacy Keach et George C. Scott, eh bien évidemment, ils avaient une différence de génération. George C. Scott avait beaucoup plus d'expérience, et c'est assez intéressant de voir que dans le film, en fait, il y a évidemment une relation de mentor à élève, quoi, entre les 2 personnages qu'ils incarnent, mais que hors cadre, enfin en tout cas sur le tournage, ils ont développé une relation comme ça un peu similaire au niveau de leur métier d'acteur, quoi. Donc voilà, c'est un film qui reste aujourd'hui, je trouve, assez étonnant. D'abord par sa structure narrative, en fait, c'est-à-dire le type d'histoire qu'il nous montre. On n'est pas du tout dans un récit classique hollywoodien avec un héros, une quête, qui va susciter des actions et nous diriger vers un but, bien défini. On a cette impression que le film en fait est plutôt une suite de séquences qui pourraient éventuellement être interverties, hein. On n'a pas cette impression forcément de progression. On suit des patrouilles dans différentes interventions et donc il y a comme ça une forme de chronique qui n'est pas du tout structuré comme un scénario classique. Et d'ailleurs, c'est une forme, en fait, ça a été beaucoup dit par rapport à ce film, qui annonce un peu les séries policières qu'on va voir à partir surtout des années 90, quoi. Mais bon, en tout cas, à l'époque, c'est quand même un film qui fait quelque chose d'assez singulier, en fait, c'est-à-dire qu'il va produire une histoire qui semble sans héros presque. Évidemment, il y a un personnage principal quand même, hein, c'est Feller, incarné par Stacy Keach, mais on a cette impression qu'il y a comme une multiplication d'instants quelconques, en fait. On n'a pas l'impression que tout ça est réellement ordonné dans un but précis. On a l'impression que les choses arrivent un peu par hasard, quoi. Et tout ça, ça fait partie d'une démarche, je crois, qui fait penser, en fait, en tout cas, je crois que c'est ce qu'on ressent. On a un peu l'impression parfois d'assister à quelque chose qui est proche du documentaire, quoi. Hein, c'est-à-dire que on a, comme je vous disais, il y a beaucoup de décors réels, le vrai ancien commissariat, beaucoup d'anecdotes qui ont été réellement vécues par l'écrivain Joseph Wambaugh, donc des choses qui font vrai, quoi. Donc on a un peu perdu toute l'artificialité qui était la patte des films hollywoodiens précédemment. Alors, ce qui se passe dans le début des années 70, c'est que
quand même, souvenez-vous, il y a un polar très important qui sort l'année précédente, qui s'appelle French Connection, que j'imagine vous devez connaître, que je vais repasser d'ailleurs en février pour information. Mais c'est un polar qui a complètement renouvelé les codes du genre, et notamment dans la manière de filmer, puisqu'il a justement intégré une dimension documentaire, et notamment dans la manière de filmer, c'est-à-dire voilà, cette façon de filmer où on a l'impression d'être plongé au cœur de l'action, un petit peu comme dans un reportage ou un documentaire où les choses seraient saisies sur le vif, comme si on était plongé au cœur de l'action et on saisit un peu les choses comme elles viennent, comme si c'était pas préordonné en fait. Voilà. Donc il y a ce sentiment d'urgence en fait qui va être beaucoup utilisé dans les polars de cette époque, et vous en aurez, je crois, un très bel exemple dans Meurtre sur la 110e rue, que je vous passerai, je crois, en janvier. Voilà, c'est un style, on va dire, documentaire, qui tend un petit peu vers le cinéma vérité, et ça a beaucoup imprégné le polar de cette époque. Ce qui est et donc il y avait, si vous voulez, de créer un sentiment qu'on est en train de voir quelque chose de l'ordre du reportage. Voilà, ça va créer du réalisme. Dans ce film-là, ce qui est frappant, c'est que la manière de filmer, je ne sais pas si ça vous a, si ça vous a marqué, si vous l'avez remarqué, mais c'est une mise en scène qui est de facture relativement classique. On n'a pas justement tous ces effets reportages ou qu'on peut voir un peu chez Friedkin ou chez d'autres, de caméras portées qui bougent beaucoup, avec beaucoup de zoom, etc. Dans ce film-là, en fait, les cadres sont quand même relativement posés, composés. Il y a des mouvements assez étudiés. Enfin voilà, on n'a pas le sentiment que la caméra cherche un petit peu sa place, si vous voulez. Donc on a en fait ce mélange assez étonnant peut-être de classicisme, voilà, et de modernité dans cette approche justement de type documentaire, mais au niveau du contenu, j'ai envie de dire quoi. Mais voilà, c'est un film quand même, il faut avoir l'esprit, qui a dû être quand même assez difficile à réaliser techniquement, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit. Et donc le matériel était encore lourd à l'époque pour arriver à produire quelque chose dans ces conditions, en plus en extérieur. Donc ça demande énormément de savoir-faire. Je voulais d'abord en fait pointer un peu cette particularité du film, cette singularité qui serait à la fois qui l'hérite en fait d'une mise en scène avec un savoir-faire très hollywoodien peut-être quand même, et puis en même temps qui nous plonge dans un certain rapport à la modernité. Alors cette impression en fait que ce qui arrive en fait a été capté dans la vie de tous les jours pour de vrai. Moi il y a une séquence par exemple qui m'a terrorisé dans le film, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est la scène où Kavinsky et Feller se retrouvent chez une dame alcoolique qui a un bébé. Je trouve que c'est une scène extrêmement dure, et où ils s'aperçoivent que le bébé a été maltraité, etc. Et là, ils se battent en fait autour du bébé. Et moi, j'avais vraiment l'impression que que le bébé était en danger. Je sais pas vous, mais je dis à un moment donné, ils vont le lâcher, c'est pas possible. Et on n'est pas dans un film récent, quoi, où on peut utiliser des bébés numériques, tout ce que vous voulez. On a l'impression qu'ils en ont vraiment utilisé un vrai. Là, en revoyant le film, j'ai un petit doute quand même. Quand on regarde bien, je me dis, est-ce que c'était une poupée, quoi, mais elle est tellement bien faite, non, je me dis, ils ont vraiment utilisé un vrai bébé. Donc encore une fois, ça nous remet aussi dans une époque où on faisait des trucs au cinéma qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui, et peut-être heureusement d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, il y a ce sentiment de danger qui affleure, qui est quand même très frappant. Alors, bon, je vous disais que le film a cette structure narrative comme ça, un peu qui paraît un peu flottante, mais évidemment, il y a quand même un personnage principal, qui est celui de Roy Feller, puisqu'il structure malgré tout le film, puisque c'est le seul personnage en fait qu'on va suivre dans son évolution, y compris chez lui, évidemment, avec son rapport avec sa femme et sa fille, donc sa petite cellule familiale.
Et puis, et puis ce qui lui arrive à la fin, parce qu'il faudra en reparler quand même. Mais vous aurez peut-être remarqué qu'il a un nom de famille tout à fait particulier. Hein. Feller, pour ceux qui parlent allemand, ça veut dire erreur. Et puis en anglais, ça ressemble beaucoup à failure, c'est-à-dire échec. Donc on a vraiment ce sentiment que chez lui, il y a quelque chose de programmé, une fatalité à laquelle il ne pourra pas échapper, et pour cause, ça se termine évidemment mal pour lui. Alors ce qui est intéressant dans son parcours, je crois, c'est cette manière qu'a le film de le présenter au début comme jeune recrue qui en fait a une vision très idéaliste des choses, parce qu'il y a cette particularité du personnage où en fait il explique à un moment donné, hein, vous vous souvenez, oui en fait je suis rentré dans la police, mais je fais des études de droit et je fais ça pour gagner ma vie et puis pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Donc il vient avec des idées un petit peu théoriques, j'ai envie de dire, par rapport à l'application de la loi, le maintien de l'ordre. Et c'est comme ça qu'on a droit à ce dialogue avec Kilvinsky au début, oui, dans la voiture, où il lui dit oui, il y a beaucoup de criminalité dans ce quartier, mais c'est normal parce que les conditions socio-économiques, etc. Et tout de suite, Kilvinsky lui ricane un peu à la figure et lui dit non, mais attends, je vais te montrer comment ça se passe vraiment, quoi, en gros. Donc c'est intéressant qu'on voit déjà que le film pose en fait ce problème, du rapport au réel, quoi. C'est-à-dire que de quelqu'un qui vient avec finalement d'une certaine manière des idées préconçues et qui va se colter finalement à la réalité, qui va l'explorer, et puis nous avec lui. C'est pour ça que le film, je trouve, est très fort. C'est comme on est avec l'école de police au début, on a vraiment cette impression de faire ce trajet avec lui, de confrontation avec la réalité. Et qu'est-ce qui se passe dans ce parcours ? On constate qu'il y a que ça se passe pas très bien. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de problèmes. Alors, globalement, le film en fait nous montre évidemment un éclatement en fait de la famille de Feller déjà. Même au niveau du corps des policiers, hein, parce qu'ils forment quand même un groupe très resserré, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne prend pas comme on aurait pu le voir dans d'autres films, parce que on aurait pu avoir droit à des scènes clichés de réunions de policiers en train d'organiser un barbecue dans leur maison de banlieue, comme on en voit dans beaucoup de films. On les voit faire corps en fait dans le commissariat par exemple, dès qu'il y en a un qui part en retraite par exemple, tout de suite finalement on lui parle plus trop, quoi. Donc on voit que en fait cette espèce de communauté, ça tient pas très très bien, et notamment donc au niveau de Feller, ça se passe évidemment très mal, puisque donc il lui arrive de prendre ce coup de fusil là lors du braquage, de finir à l'hôpital, de revenir. Et alors ce qui est intéressant dans son rapport à la réalité, c'est qu'il n'arrive pas, je crois, à arriver à ce rapport finalement assez apaisé qui est celui de Kilvinsky, quelqu'un qui arrive à composer justement avec les problèmes de la société. Lui, on a l'impression que Feller en fait a un rapport beaucoup plus compliqué, qui doit toujours passer par une médiation, une forme d'addiction. Il y en a une qui est évidente, c'est vers la fin, quand ça ne va pas du tout, il y a l'alcool. Donc ça, c'est un peu un cliché, vous me direz, mais il est obligé d'en passer par là pour supporter en fait son métier et supporter ce rapport à la société. Et il y en a une autre d'addiction en fait qui est peut-être moins évidente, mais ça serait comme une sorte d'addiction à l'adrénaline. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand très peu de temps après qu'il soit sorti de l'hôpital, il doit intervenir sur le braquage d'une banque, et donc il y a une fusillade sur le parking. Et donc ils arrivent à maîtriser le braqueur, et à la fin, Feller a la main qui tremble. Et donc Kilvinsky lui dit mais tu as peur, ça va, c'est fini. Et l'autre dit non, j'ai pas peur en fait. Et on sent qu'il tremble d'excitation en fait.
Donc il y a ce truc où il peut pas avoir un rapport normal en fait à son métier et aux gens. Il faut que ça passe par quelque chose qui est donc soit l'excitation, soit l'alcool, qui va être un peu l'inverse finalement. Donc voilà, c'est un personnage qui a dû, qui n'arrive pas à trouver le bon rapport, et quand il le trouve, vous avez remarqué évidemment, c'est vers la fin, après qu'il ait eu en fait ce deuxième choc, parce que le premier, on pourrait dire que c'est le coup de fusil, mais il le surmonte assez vite et il n'en tire pas de leçon. Le deuxième choc, on pourrait dire que c'est le moment où il est... vous savez, il est complètement ivre en fait, et il veut contrôler cette dame qui alors on ne sait pas si elle est prostituée, mais elle a de la drogue dans son sac, etc. Et puis elle pète un plomb et elle l'emmène en voiture, et il reste accroché à la portière. Et là, on a une scène qui est assez incroyable, parce que d'habitude, dans les films, les polars, évidemment, il y a des courses-poursuites, mais là, c'est une voiture toute seule. Et puis, voilà, ce truc un peu ridicule où il se fait balader un peu partout, et il finit par se faire éjecter, en fait, de la voiture. Donc, il y a un peu cette idée que, voilà, et justement, quand il rentre après, quand il retourne à l'appartement de l'infirmière, il lui dit je pouvais pas rester accroché, mais j'arrivais pas à lâcher prise. Enfin voilà, j'arrivais pas à m'accrocher, mais j'arrivais pas non plus à lâcher prise. Il répète ça, et donc il y a vraiment cette idée qu'il n'arrive pas à trouver finalement le bon rapport, parce que évidemment il y a cette idée que les policiers dans le film, c'est des gens qui donc sont là pour le maintien de l'ordre, pour le bien de la société, enfin en tout cas de leur point de vue. Ça peut se défendre, mais c'est des gens finalement qui n'arrivent jamais à faire partie de cette société. C'est quelque chose je crois, d'assez évident dans le film. Et c'est ce qu'on voit avec le suicide de Kilvinsky, au passage. Des gens qui, une fois qu'ils sont plus en activité, en fait, n'arrivent pas à trouver leur place dans cette société, en fait, qu'ils ont passé leur temps à essayer de surveiller. C'est to protect and to serve, c'est marqué sur les voitures, protéger et servir. Donc il y a ce rapport compliqué, voilà, à la société, qui est illustré par le suicide de Kilvinsky. Voilà, une fois qu'il est plus en activité, en fait, il ne peut pas trouver sa place. Et moi, je crois qu'on peut comprendre son suicide dans ce sens-là, quoi. Il essaie de revenir au commissariat, etc. Bon, ça ne marche pas, évidemment. Et alors, en parenthèse, la scène du suicide est quand même absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a juste deux plans, en fait. Il y en a un au début, quand il est à l'extérieur, on voit vous savez, la ville avec les échangeurs autoroutiers, le soleil couchant. Et quand il rentre à l'intérieur, en fait, c'est un seul plan en séquence, assez long, où il rentre, il appelle Roy Feller, il raconte sa petite anecdote, etc. Et après, il se suicide. Tout ça est filmé, en fait, en un seul plan. Et je crois que j'ai lu que sur le tournage, ils ont fait une seule prise. Donc c'est pour dire aussi quand même le talent de George C. Scott. Faut quand même jouer ça du premier coup. Et il y a une très grande économie, en fait, dans la manière de filmer ça, de le raconter, parce qu'il n'y a pas de gros effets, en fait. Il y a quelque chose d'assez pudique quelque part, y compris dans la manière de venir cadrer la crosse du pistolet à la fin. Bon, ça c'est en parenthèse. Mais pour revenir à Roy Feller, évidemment, il y a cette fin, et donc où vous avez bien vu, donc il finit par sortir avec cette infirmière et s'apaiser d'une certaine manière, de commencer à trouver un intérêt à la vie de tous les jours, la vie de couple, la vie en société, en fait. Et juste quand il commençait justement à comprendre ça et à l'apprécier, à donner de la valeur à ça, c'est là qu'il se prend un coup de fusil comme ça au hasard, enfin un coup de pistolet, pardon, au hasard à la fin, en intervenant sur une plainte qui n'avait l'air de rien, quoi. Donc on a cette fin assez pathétique, et c'est pour ça, je crois, qu'il dit cette phrase qui peut-être à la première vision du film peut paraître un peu mystérieuse, quand il dit je commençais seulement à comprendre.
Et je crois que ça renvoie à ça, en fait. C'est qu'il commençait seulement à comprendre qu'il ne pouvait pas vivre en tant que policier, de placer tous les enjeux de sa vie au sein de ce corps de police, quoi. Donc voilà, ça fait partie de ces nombreux films policiers de l'époque qui se finissent mal en général, parce qu'il y a ce rapport problématique à la réalité, mais ça on va revenir un peu dessus. Au fond, ce problème de confrontation à la réalité, peut-être on peut l'aborder en regardant un petit peu un des problèmes qui préoccupe beaucoup les films de l'époque, le Nouvel Hollywood en général, qui est le rapport entre les mythologies en général de l'Amérique et puis la société moderne. C'est-à-dire que, on voit bien que dans ce film, il y a des choses qui sont dites par rapport à la loi, par rapport à l'ordre, qui nous feront peut-être parler de la séance précédente, si vous étiez là pour l'inspecteur Harry. Il y a des commentaires qui se rejoignent, notamment par la voix de Kielwinski. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous vous souvenez, je vous disais que le polar à cette époque, en fait, il essaie d'une certaine manière de prendre la relève du western. C'est-à-dire que la question, c'est, je crois, de voir si on peut réactiver la mythologie du rapport à l'ordre et à la justice qui était celle du western. Donc, quand je dis mythologie, c'est-à-dire la façon dont les États-Unis ont raconté ou se sont racontés l'aventure de la conquête de l'Ouest et l'avancée de la civilisation, l'instauration de la loi, etc. Donc cette mythologie où la plupart du temps, on pouvait rétablir l'ordre en supprimant quelques éléments, et puis la société en fait pouvait ensuite continuer de plus belle. Il y avait cette idée qu'on pouvait se débarrasser facilement du crime d'une certaine manière. Et donc on voit bien que là, l'idée dans ce type de film, et celui-là est je crois un très bel exemple, c'est qu'en fait on constate que dans la société telle qu'elle a évolué, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que il n'est plus possible en fait de concentrer, si vous voulez, les problèmes de criminalité dans une figure. Si vous étiez là donc pour l'inspecteur Harry, vous vous souvenez dans ce film que finalement toute la question tous les maux de la société sont concentrés dans le personnage du tueur fou qui s'appelle Scorpio. Hein, et finalement, il suffit de se débarrasser de Scorpio pour que finalement on ait accompli quelque chose qui va débarrasser la société du mal. Je le dis un peu vite, mais il y a quand même cette idée. Mais vous voyez bien que dans ce film-là, en fait, il n'y a pas du tout en fait, cette fabrication d'une figure comme ça unique qui serait dans un scénario classique, le flic, personnage principal, héroïque, etc., qui va se battre contre un méchant. Bon. Et puis une fois qu'il est éliminé, c'est bon. Là, en fait, ce qui est vraiment génial dans ce film-là, c'est qu'il nous montre que en fait, la criminalité, elle est disséminée un peu partout. Et puis quand on intervient quelque part, on va régler un problème, mais pendant ce temps-là, il y en a 10 autres en fait qui se passent et qu'on oublie ou qu'on n'a pas le temps de résoudre. Donc il y a cette idée que dans ce nouveau cette nouvelle société américaine, qui, entre parenthèses, je le rappelle quand même, parce que dans les polars de cette époque, on pourrait se dire qu'ils exagèrent en fait les problèmes de criminalité, que c'est fantasmatique, etc. C'est peut-être vrai en partie, mais quand même, c'est une réalité que la criminalité a vraiment explosé dans les grandes villes américaines dans les années 60. C'est des chiffres assez impressionnants. Donc le problème est là. Et donc c'est pas juste du cinéma, mais et donc il y a cette idée que je crois, et ça en fait dans la scène du bar quand Kielwinski vient de prendre sa retraite, c'est dit assez explicitement, c'est-à-dire que finalement les policiers sont devant une société qui est devenue trop problématique et où il y a
trop de problèmes et on n'arrive plus à contenir quoi? Contenir le mal. Et il le dit quasiment, il le dit très explicitement en fait, Kilvinsky. Il dit en fait, on n'arrive pas en fait à aller, à faire correctement notre boulot parce qu'il y a trop de problèmes, on est débordé quoi. Et en gros, il se retrouve à effectuer comme un travail de Sisyphe, en fait, à constamment intervenir, mais il le dit donc textuellement, il dit le mal est à l'œuvre et donc les gens qui font les lois ne le comprennent pas. Ce qui fait que ça ressurgit toujours à un moment donné, quoi. On n'arrive pas à contenir le mal. Et donc, c'est ce qui est très beau dans le personnage de Kilvinsky, moi je trouve que c'est un personnage fabuleux, c'est que lui, en fait, a réussi à composer avec ça. C'est-à-dire, à plier, à adapter les règles, etc., pour se dire, de toute façon, on n'arrivera pas à éliminer le mal, mais on va quand même, on va essayer de composer avec la société. Il y a la séquence qui est fabuleuse avec les prostituées, moi, que je trouve vraiment géniale, et puis c'est drôle, etc. Mais effectivement, il fait sa petite intervention pour dire qu'il a fait quelque chose, et il se dit finalement, je les ai distraites pendant une nuit, elles vont pas en tôle, et puis bon, elles vont aller se coucher, et puis on recommencera. Enfin, de toute façon, c'est infini. Il y a toujours ces histoires chez lui de recommencer éternellement les mêmes choses. Mais en tout cas, de faire tout son possible en fait pour que la criminalité ne s'étende pas trop, tout en sachant que c'est pas possible de l'éradiquer, quoi. Donc il y a ce rapport de composition et puis de compréhension très humaniste aussi, hein. Il y a ça dans le film, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sentiment d'un regard très très humain sur tous les personnages qu'on va découvrir dans les différentes situations, quoi. Alors après, oui, je voulais finir sur cette séquence donc du bar, en fait, où il parle du mal. Après, ça dérive en fait sur alors c'est Roy Feller qui parle de ça. Il parle des centurions à Rome, hein, qui ont tenu bon jusqu'à ce que les barbares arrivent, et là ils ont pas pu parce qu'ils ont été submergés, quoi. Et donc il y a cette idée, à quel moment est-ce qu'on va être submergé et on pourra plus tenir. Nous sommes les nouveaux centurions, d'où le titre. Donc voilà, il y a tout ça qui est dit. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, Kilvinsky explique que oui, les gens qui font les lois, donc là, ça nous renvoie un petit peu au discours qui est tenu dans l'inspecteur Harry, c'est-à-dire que les gens qui font les lois peuvent décider, par exemple, que braquer une banque n'est plus un crime, donc du coup ça résout le problème. Donc il a un discours un peu désabusé là-dessus, et en même temps en reprochant, comme dans Dirty Harry, aux intellectuels, à l'élite, de ne rien comprendre à la réalité. Il utilise les mêmes mots en fait sur le rapport aux victimes, les droits de la victime, plus que les droits de l'accusé. Des choses comme ça qui reviennent dans sa bouche. Mais avec cette conscience qu'il faut quand même composer avec les individus, quoi, les êtres humains. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est typique quand même de l'époque, je crois, c'est ce sentiment d'impuissance face à une société qui va de plus en plus mal. Et on a beaucoup de figures de policiers à cette époque qui ont une pente un peu suicidaire comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont essayer à toute force de faire passer la loi, finalement, de rendre justice. Et ils vont souvent, en fait, on retrouve souvent ce cas où ça se finit très très mal pour eux, quoi. Donc il y a à la fois ce côté un peu, c'est ce qu'on a souvent appelé le côté un peu réac, quoi, des polars de cette époque, mais en même temps cette conscience que la tentative de se la jouer à nouveau au western, donc de ramener en fait ce rapport mythologique à l'ordre et à la loi, il y a cette conscience que c'est plus possible, quoi. Donc c'est quelque chose peut-être de plus nuancé que ce qu'on pense. Après, ce qui est intéressant, il y a, pour finir un peu là-dessus,
il y a cette séquence assez fabuleuse qui suit en fait la rixe entre les bandes rivales. Vous savez, à la fin, ils interviennent dans un endroit où il y a des voyous qui se battent là, à coups de barre de fer, de chaîne ou je sais pas quoi. Et puis ils les poursuivent jusque sous un échangeur d'autoroute. Donc voilà, endroit typique du polar, côté un peu no man's land, hyper glauque. Et à un moment donné, Feller se met à poursuivre un des voyous dans un couloir. Et alors c'est un moment qui est assez saisissant, je trouve, parce qu'il y a chez lui, en fait, on sent que pour la première fois, il a conscience du danger, c'est-à-dire que l'adrénaline ne prend pas le dessus pour une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, il se fait tirer dessus, il a ce réflexe d'enlever son casque pour le mettre sur son ventre, parce qu'il il est terrorisé à l'idée de se reprendre une balle dans le ventre. Donc il y a dans cette scène une angoisse, une peur de la mort, quoi, évidemment. En plus avec ce couloir qui s'assombrit au fur et à mesure que le type casse les ampoules. Mais il y a aussi en fait quelque chose de plus étonnant et qui serait plus dans la nature même du décor, en fait, ce couloir complètement vide qui s'assombrit, qui donne sur rien, d'ailleurs sur des escaliers au bout. Il y a quelque chose qui tend un peu vers l'abstraction dans cette séquence, qui fait songer, y compris avec cette scène où ils mettent tous ces casques ronds, un peu comme ça existait à l'époque, là, ça fait songer un petit peu à ce que Richard Fleischer va faire dans le film suivant, qui est Soleil Vert, que vous connaissez peut-être, qui est ce film donc, qui raconte donc, un avenir dystopique, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et là, donc, c'est un des fleurons du genre. Dans Soleil Vert, vous vous souvenez, il y a, donc c'est un futur relativement proche où il y a une surpopulation, un manque de nourriture. Et donc, de temps en temps, on va nourrir les gens avec des petites galettes qui s'appellent Soleil Vert, très protéinées, voilà, pour ceux qui savent. Et donc, ça crée des émeutes de la faim, les gens se battent, etc. Et ça vire très très mal. Et donc, il y a des policiers qui arrivent, qui ont ces casques ronds comme ça. Et donc, on voit une masse en fait, d'humains qui sont en train de se battre. Des policiers qui arrivent en grand nombre avec des espèces de gros camions bennes. Ils ramassent les gens avec une espèce d'énorme pelle et puis ils les mettent dans la benne. Enfin, il y a un truc absolument atroce, complètement déshumanisé, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un avenir où c'est une foule, c'est pas des individus. Les policiers, c'est des robots. Et en fait, dans cette scène de rixe qui est suivie par ce fameux couloir, on a un peu cette perspective finalement d'une société qui pourrait aller vers ça, c'est-à-dire vers une déshumanisation complète, quoi. Je trouve on sent un petit peu ça, peut-être si on ne connaît pas Soleil Vert, on le ressent moins, mais en sachant qu'il l'a fait l'année suivante, je trouve que c'est assez frappant. Donc voilà. Oui, je vous ai déjà parlé un petit peu de la question du mal, effectivement, puisqu'on en revient toujours un peu à ça. Et la question dans ce genre de film, c'est quelle est finalement sa conception du mal. C'est un peu, vous avez les coordonnées un peu approche progressiste, on va dire, en disant, ce que dit Roy Feller au début, c'est-à-dire la criminalité, c'est le produit de la misère, c'est des raisons économiques, sociales, etc. Et puis vous avez le versant inspecteur Harry, vous dire non, le mal, en fait, c'est quelque chose qui, s'active au sein de la société, et donc quelque chose d'abstrait, le mal au sens absolu, quoi. Et donc il s'agit de le combattre quand il revient et on peut le contenir. Bon, là en fait, il me semble que dans ce film-là, on a un peu ces deux tendances qui s'affrontent d'une certaine manière. Et il y a en fait le fait que le film soit très réaliste et qu'il ait en fait cette représentation très réaliste et humaniste de la société. Je trouve que ça compense un peu avec ce discours qui est très finalement on pourrait qualifier très conservateur quand même de conception du mal comme ça qui est responsable de la criminalité en gros. Alors, vous avez des séquences qui viennent illustrer ça. C'est-à-dire que vous vous souvenez le moment où ils doivent intervenir. Je crois que c'est Kilvinsky et puis
le jeune, là, comment s'appelle-t-il, qui est d'origine mexicaine. C'est Sergio, merci. Et voilà, qui jouera dans Chips, avec les casques et tout, les motos. Bon. Et donc il y a cette scène effectivement des clandestins qui louent un appartement misérable, complètement délabré, avec le propriétaire véreux, etc. Et donc Kavinsky apprend quel point il les exploite, et là on le voit péter un plomb en fait et le menacer de le tabasser. Et il y avait un critique cinéaste qui s'appelle Nicolas Bourkiev qui avait dit que à ce moment-là, en fait, il se transforme en inspecteur Harry de gauche. C'est-à-dire qu'il va menacer un type qui est une sorte de représentant en fait, du capitalisme sauvage. Hein. C'est vraiment, je peux exploiter des gens, je les exploite. En fait. En gros, c'est ce qu'il fait, ce propriétaire. Et lui, en fait, le menace d'une façon tout à fait irrégulière ou illégale et extrêmement violente. Mais nous, en tant que spectateurs, on est bien contents qu'ils réagissent comme ça, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est pas une situation ni une réaction qui appartiennent à des films du type réactionnaire, un peu entre guillemets comme Dirty Harry, quoi. Et puis on a d'autres séquences qui sont un petit peu dans ce goût-là. En fait, il y a on a la séquence que j'aime beaucoup aussi. Enfin, elles sont toutes super, mais j'aime bien celle-là aussi. C'est quand Roy Feller, vous savez, se retrouve à la brigade des mœurs. Et puis ils doivent piéger un homosexuel dans un parc au bord d'une mare, etc. Donc c'est intéressant parce que le film nous montre effectivement l'homophobie qui est courante à l'époque, enfin voilà, qui est quelque chose de majoritaire, quoi. Mais il nous montre aussi en fait la réalité de ce type qui se fait coincer finalement piégé dans ce parc. Et il nous montre déjà le ridicule de cette mise en scène des flics, et puis le fait que ce type, a priori, était tout à fait inoffensif. Après, il se trouve qu'il est suffisamment baraqué pour tenir tête aux flics, mais a priori, le gars, pas du tout agressif, quoi. Donc là encore, à l'époque, c'est pas évident en fait de montrer une scène comme ça. Ça va pas de soi, et c'est plutôt à mettre du côté d'un regard plutôt progressiste. Y compris aussi la relation entre Roy Feller et l'infirmière, qui est noire. Et donc ça, à l'époque, c'est pareil, les studios n'étaient pas du tout chauds pour ça, parce que ça se faisait encore très peu. Donc ce qu'on appelle une relation interraciale aux États-Unis, c'est les mots qu'ils emploient. Mais effectivement, et en plus, c'est avec elle que Roy va trouver vraiment un certain apaisement et l'amour, évidemment. Donc c'est des choses que, je ne vais pas tout citer, c'est des choses que le film montre et qui font qu'on arrive il me semble, à un discours quand même relativement nuancé. Même si, encore une fois, je crois que globalement, il y a, de manière un peu surplombante, cette vision de la société, où, encore une fois, je redis ce que j'ai déjà dit, mais que la criminalité, en fait, surgit en plein d'endroits, et ça apparaît, quoi. C'est le ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'explication, ou en tout cas de capacité en fait à définir d'où ça vient et à trouver les bonnes solutions, en fait. Donc on a une vision un peu comme ça, abstraite du mal, quoi. Mais il y a un truc qui aussi qui pose problème, je crois, dans ce film. Eh bien, c'est cette fameuse représentation de la police. Parce que vous vous souvenez, quand on avait vu l'inspecteur Harry, il y avait eu cet article de Pauline Kael qui disait il y a une représentation de la police qui pose problème dans Dirty Harry. Bon, ça, de toute façon, on le voit bien, mais notamment par rapport à la réalité. C'est-à-dire que quand on voit ce film, en fait, on aurait presque envie de travailler dans la police, peut-être. Je sais pas. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant. Et donc, on oublie peut-être que dans ce film, il n'est jamais question de corruption. Il n'est jamais question de racisme dans la police.
voilà, d'excès dans l'usage de la force, de bavure. Hein, quand il y a une bavure dans le film, vous vous souvenez, c'est une très belle scène. Enfin, c'est ce jeune bleu en fait qui intervient là sur un braquage d'épicerie et il va dans la ruelle derrière et puis il voit passer un type avec un flingue, il le tue. Manque de bol, c'était le propriétaire qui partait à la poursuite du braqueur. Donc une scène terrible parce que là on a affaire à vraiment une bavure dans le sens où il a vraiment pas fait exprès. Et il est profondément affecté. Mais on sait très bien qu'à l'époque, et c'est quand même vrai peut-être jusqu'à aujourd'hui quand même, les bavures policières avec de mauvaises intentions, ça a existé en de nombreuses occasions. Le racisme était bien présent, voilà, il y avait d'ailleurs des émeutes raciales, il y avait des répressions très sévères, des manifestations étudiantes notamment. Voilà, donc moi je suis quand même étonné quand je vois le film que tout ça en fait soit évacué ou pas pris en compte. Alors je sais pas, c'est juste une question que je pose par rapport à ça, mais peut-être c'est moi qui cherche à mettre des choses qui ne devraient pas être là. Mais voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu dans l'équation, quoi, d'une certaine manière. Et voilà. Mais encore, je parle toujours énormément, mais si peut-être vous avez des remarques ou des questions. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je connaissais pas du tout, donc c'est une belle découverte. Merci. Après, dans la lecture que tu fais du film, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Tu fais le parallèle avec Dirty Harry, c'est sûr. Mais le côté, effectivement, quand tu dis on voit pas dans la police la corruption, le racisme et tout ça. En fait, moi, je connais pas suffisamment Fleischer pour comprendre sa vision des choses, mais je pense qu'en fait, c'était pas son sujet. Il raconte quand même une Amérique complètement dépressive. Tous les personnages sont dépressifs dans le film, quasiment. Une expression de cette dépression-là, moi ce que je vois là-dedans, c'est qu'en fait, je dirais ceux qui pourraient être les amortisseurs de cette dépression, ils sont dans une situation d'impuissance incroyable. Donc c'est vrai pour les professionnels de la santé, dont c'est vrai des flics. Et je pense que quelque part, il y a un côté aussi un peu désabusé au niveau religieux de tout ça. Enfin, je veux dire, on peut plus se sauver. Et donc, dans ce schéma-là, les personnages principaux, on voit bien qu'ils sont dans une forme on peut même pas appeler ça un sacrifice. Ils sont dans une addiction de se dire finalement à quoi je m'accroche. C'est à mon métier. Je sais que j'arriverai pas du tout à sauver le monde. La seule chose que je peux faire, c'est peut-être gagner un peu de temps sur des événements. Et finalement, c'est un peu la mission, quoi. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'il essaye de capter, en fait. Il n'y a pas d'issue heureuse possible pour qui que ce soit. C'est très, très, très déprimant. Mais je pense que quelque part, il essaye de capter, en fait, cette forme d'humanité qu'il y a là. Et toutes les scènes, effectivement, c'est impressionnant, cette vision un peu documentaire de tout un tas de scènes, etc. C'est presque dû de pardon à certains moments, où tu captes effectivement des femmes battues, des enfants maltraités, etc. Mais il n'y a presque pas de méchants là-dedans, en fait. Il y a des gens qui sont complètement barrés, qui sont dans des situations, et donc effectivement, c'est eux-mêmes qui appellent au secours, quelque part. Donc en fait, voilà, moi c'est plutôt comme ça que j'ai perçu le film, et je trouve que du coup, il est très fort pour ça, quoi. Il juge pas du tout. Oui, complètement. Sur l'attitude des flics, il y a, comme tu dis, il y a cette idée qu'ils essaient de gagner du temps. C'est Kavinsky, il y a un rapport assez étrange parce qu'à la fois, il est content d'être à la retraite, mais il a peut-être pas mesuré à quel point il allait se retrouver, dépouillé de tout finalement, puisque c'était sa vie. Et encore une fois, lui, il y a cette idée peut-être de gagner du temps, en tout cas dans la répétition, en tout cas moi je dirais plus de trouver une forme d'accommodement, quoi, en fait, où ça tourne comme ça. Après, Roy Feller, il y a un côté quand même un peu
au début peut-être un peu tout feu tout flamme, quoi. C'est-à-dire que quand je disais qu'il lui peut-être en fait il arrive un peu avec cette alors, c'est pas caricatural, hein, le film, mais il y a peut-être au travail derrière, voilà, cette idée de un peu du cow-boy, quoi. C'est-à-dire quand même un petit peu dans le sens, enfin voilà, la scène du parking avec alors ouais, alors est-ce que peut-être qu'à la fin, s'il s'était pas fait tirer dessus, Roy serait devenu un nouveau Kavinsky, c'est possible. Mais en tout cas, il y a ce problème, bon, qui est quand même bien connu dans les polars, hein, c'est ce côté un peu sacrificiel des policiers, parce que on sacrifie la vie de famille, et puis on sacrifie soi-même parce qu'à un moment donné, on peut se faire descendre, etc. Après, sur le rapport, comme tu le formules, en fait, de désarroi ou de désenchantement, en fait, voilà, c'est ce truc où on se dit la société, finalement, elle est foutue, donc on va faire ce qu'on peut. Mais effectivement, il y a cette idée qu'on va vers la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit dans le bar, hein, Kavinsky. Il dit, voilà, à un moment donné, on ne pourra plus tenir, on ne pourra plus contenir le mal, etc. Ça va lâcher. Et puis, alors là, je trouve qu'on rentre dans un discours qui est quand même... moi, il me semble qu'on entend beaucoup, en fait, chez des gens qui sont comme ça... Alors, ça m'embête de donner des coordonnées politiques comme ça. Mais le discours catastrophiste, on l'entend encore aujourd'hui. C'est-à-dire que... Et ça, alors, d'ailleurs, c'est souvent, il faut le dire, quand même, des gens qui sont quand même très à droite, souvent. C'est-à-dire que la société est foutue parce que c'est décadent, etc. Il n'y a plus d'ordre, etc. Donc, la question, d'ailleurs, c'est quel ordre, hein, c'est pareil, ça, c'est une question aussi que le film ne pose pas. Et il n'est pas forcément censé se la poser. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, oui, mais au fond, ils défendent un certain ordre. Mais quel est cet ordre? Alors Kavinsky, lui, il a la réponse, quoi. Il a dit voilà, je m'arrange, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que cette idée que la société court à sa perte et que la catastrophe est pour demain, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est une vision justement qui pourrait être dépressive. C'est-à-dire qu'il y a un truc psychologique où on est en train de projeter des choses sur la société qui sont peut-être de l'ordre du psychologique, c'est-à-dire que ça va mal et donc tout va mal autour, quoi. Mais c'est vrai que le problème, c'est que là, on rencontre un moment de la société américaine où effectivement il y a quand même le choc pétrolier qui arrive, enfin pour la guerre du Vietnam, enfin tout le bazar, tout ce qu'on sait, et donc effectivement on pourrait dire que ça va pas très bien. Bon, rétrospectivement, on peut dire que ça, c'était pas forcément si catastrophique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en plein dans le moment du Nouvel Hollywood, comme Jean-Baptiste Toré nous l'avait beaucoup expliqué, hein, c'est le moment gueule de bois, des enchantements, etc. Après l'euphorie, la fin des années 60, quoi. Donc oui, le film accompagne ce mouvement-là. Mais encore une fois, je trouve que le film est assez équilibré, quoi. Quand je dis nuancé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce discours-là, et en même temps, quand il nous montre certaines interventions des policiers où en fait, non, mais là, on est en train de complètement péter un plomb sur les homosexuels, mais c'est ridicule. Il y a d'autres exemples comme ça où on voit très bien qu'il y a quelque chose d'obsolète aussi dans la loi, parce que finalement, pour rester sur cet exemple des homosexuels, ça vient nous dire que la loi n'est plus adaptée parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc là, le film nous dit autre chose. Donc voilà, et globalement, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi assez émouvant, c'est qu'il y a une pluralité quand même je trouve, de points de vue, quelque part, de pluralité, de singularité, d'individualité. Enfin, c'est toujours ce truc, en fait, du Nouvel Hollywood, de faire rentrer des gens qui appartiennent aux marges, qui n'avaient jamais droit, en fait, à la représentation, à l'écran. Donc là, je vous ai parlé de l'homosexualité, mais il y a effectivement la question de l'infirmière qui est noire, qui a ce droit de représentation, et puis d'être en couple, etc., avec un blanc, des choses qui existaient quand même dans la réalité, mais qui n'étaient pas portées à l'écran, ou extrêmement peu, et de les montrer aussi comme quelque chose de normal, parce que ça, c'est... on a eu des représentations, mais alors, par exemple, sur la question des Noirs, j'avais cité le scénario précédent de Sterling Siliphant, qui était donc dans La Chaleur de la nuit,
Et là, c'était le premier inspecteur noir à l'écran, donc Sidney Poitier. Et alors, c'est un film qui était un premier pas peut-être vers la représentation comme ça de minorités noires, mais c'est pas un film qui était beaucoup aimé. On en reparlera dans Meurtre sur la 110e rue, qui est un film où là, vous verrez, en fait, on a une représentation entre guillemets d'une aspiration des minorités noires à la classe moyenne, à la normalité. Et comment dire, dans La Chair de la nuit, c'est pas encore tout à fait ça. Il est encore un peu exceptionnel, ce type. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que là, en fait, elle est tout à fait banale, en fait. Ouais, c'est une infirmière, fait son métier. Donc voilà, il y a cette idée que encore une fois, tout ce qui était tenu hors champ, en fait, de la représentation des films dans l'industrie hollywoodienne, et donc de ce que la société se montre à elle-même, quoi. Il y a voilà des marges qui sont invitées dans le cadre. Et puis il y a cette idée, en fait, que effectivement qui peut être angoissante pour le coup, en fait, de cette multiplicité justement de singularités, d'individus, en fait, qui ne correspondent pas à des clichés hollywoodiens, qui vont se manifester. Et donc parfois, en fait, on s'aperçoit que certains sont capables de choses absolument horribles. Et c'est ce que disait Joseph Wambo, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que lui trouvait ça très important de représenter des policiers qui arrivent dans ce métier à l'âge de 20, 21 ans, enfin, c'est ce qu'il disait. Et il disait, à cet âge-là, on n'est pas prêt, en fait, pour être confronté à des crimes qui sont commis par des gens qui n'ont l'air de rien, qui sont des gens du quotidien. Et on n'est pas prêt, en fait, à faire face, typiquement la scène avec le bébé. Moi, enfin, à chaque fois que je la revois, je suis vraiment estomaqué. Et donc, il faut être prêt à affronter ça, en fait. C'est juste une femme alcoolique, au fond. C'est pas une grande criminelle, mais elle fait quelque chose d'horrible. Et donc, il faut encaisser le fait que ces choses-là se produisent dans la société et elles n'ont pas une origine mythologique, quoi. Enfin, c'est la réalité, quoi. Et donc là-dessus, le film est très fort, quoi, je trouve. C'est le travail des policiers d'aller dans la rue. On a l'impression qu'il y a des vampiristes aussi, ces policiers. Qu'à chaque fois, il y a cette excitation d'aller dans la rue, il va se passer quelque chose, mais pas que l'adrénaline à chacune des scènes, la rue en tant que telle. Je trouve qu'il y a ce phénomène-là que je trouve assez intéressant et qu'on le voit, on le ressent dans cette atmosphère. Voilà, c'était ce point-là que je voulais soulever. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Oui, alors non, mais enfin ça me paraît assez juste. Et alors encore une fois, peut-être on le verra encore plus par exemple dans la 110e rue, où vous verrez, en fait, ça nous montre le quartier de Harlem à New York. Donc là, on est vraiment dans une représentation de l'enfer urbain, quoi, la pauvreté, la misère et tout. Et peut-être il y a cette idée, parce que là, quand même, ce que ça représente, c'est pas les beaux quartiers de Los Angeles, hein, donc c'est les quartiers pauvres. Donc il y a quand même cette idée, malgré tout, que les grandes villes, effectivement, aspirent toutes les énergies. Enfin, on voit bien, là, de toute façon, sur les clandestins, les wetbacks. Là, pour le coup, le film nous donne des coordonnées économiques, politiques. C'est des gens, en fait, qu'on fait venir, et Kavinsky le dit d'ailleurs, il dit ils viennent faire les boulots difficiles que vous voulez plus faire, etc. Donc on a bien cette notion, en fait, d'aspiration des énergies comme ça, qui est vraiment, alors pour le coup, le propre du fonctionnement capitaliste partout. Et donc là, évidemment, la grande ville est vraiment exemplaire là-dessus, en fait. On aspire les gens à l'intérieur qui sont à la recherche de travail, d'argent, et finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, parfois on les maintient dans la misère parce qu'on a l'illusion de trouver un plus de confort, enfin un meilleur niveau de vie en ville. Et puis en fait, dans ces quartiers-là, on s'en sort jamais, etc. Donc peut-être il y a un peu ça, cette idée qu'on est que quelque chose de la rue, comme tu dis, en fait, aspire les gens, en fait, les broie d'une certaine manière. Moi, je sais pas, je le comprends un peu comme ça, ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est ça, mais c'est à la fois ça, Jean-Paul, mais en même temps le côté des policiers sont attirés par la rue derrière le fait que c'est leur métier, leur mission. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus qui se passe chez eux à travers cette rue. La rue, l'effet réel que l'on voit,
montre toutes les situations que tu viens d'évoquer, entre autres les clandestins, entre autres, hein, l'aspiration même des grandes villes dans le système capitaliste américain, mais surtout, je sens même le rapport quasiment, je dis pas affectif, mais trop, tu vois, je veux dire un peu bizarre, fantasmé des policiers vis-à-vis de la rue. C'est ça que je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont ravis d'aller dans la rue. Alors bien sûr parce qu'ils vont se passer tout un tas de choses, mais sauf où à la fin Feller comprend peut-être qu'il aurait peut-être pas dû continuer comme cela. Mais je trouve quand même que c'est assez fort cette relation-là. Je l'avais pas vue dans beaucoup de films en tous les cas. Moi, il me semble que c'est justement parce que tu le relis à ce que dit Feller à la fin. Je commençais à comprendre, etc. Et moi, je juste redire en fait ce que je disais, mais que en fait, il commence à comprendre qu'il ne pouvait pas avoir ce rapport-là à la rue, justement. Oui, c'est-à-dire que c'est un rapport où qui n'est pas un rapport sain parce que ils sont extérieurs finalement à cette société. Ils la protègent et en même temps, ils ne peuvent jamais en faire partie. Donc, il y a une extériorité en fait qui est qui peut conduire qu'à quelque chose de tragique, effectivement, suicide de Kavinsky, ou lui, en fait, qui se fait tirer dessus, mais d'une certaine manière, ils vont se porter à son chevet, c'est-à-dire essayer d'intervenir là où ça va mal, et en même temps, en retour, il n'y a pas de... Comment dire, cette société ne les invite pas, quoi. Et elle les rejette, même, c'est ce qui lui arrive avec l'exemple des cascades en voiture, ce genre de choses, quoi. Donc... Oui, moi je dirais que ça vient de cette position des policiers en fait qui leur interdit finalement de faire partie de cette vie en fait qui les attire, qui les fascine, et eux ils en voient en fait toute la diversité, la multitude. Ils ont une position privilégiée en fait, presque comme un spectateur de cinéma du coup, où ils peuvent passer de l'un à l'autre quoi. Donc ça peut être grisant, je pense. Enfin moi j'ai ressenti un peu ça dans le film, c'est grisant toutes ces situations. On accumule en fait des expériences incroyables en fait en termes humains quoi, qu'on n'aurait pas si on était tout le temps, en train de travailler au même endroit sans se déplacer, etc. quoi. Et puis pour finir, il y a, comme tu disais, entre autres, le côté classique, mais en même temps moderne. Il y a un rythme dans ce film qui est assez exceptionnel quand même. Donc. Oui, et alors. En même temps, c'est très simple parce que quand on regarde la structure, en fait, ils alternent soit entre les patrouilles, c'est des coupures en fait qui sont très nettes, enfin pas du tout sophistiquées, et puis on va entrecouper avec la vie personnelle de Roy Feller, donc c'est une alternance c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça annonçait les séries parce qu'effectivement c'est une technique narrative qui a été pas mal reprise. Mais ceci dit, il y a ça. Il y a ce fait que du coup on a l'impression qu'on pourrait permuter des séquences et ça modifierait pas fondamentalement le film, mais il y a quand même pour le coup je crois cet aspect très 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 moderne du film, en tout cas très très singulier en fait, encore une fois de quitter les rails du scénario classique en fait, et puis de s'aventurer sur des moments qui sont présentés un peu comme des instants quelconques en fait. On a cette impression de hasard. Donc, je parlais de documentaire, mais là j'y pensais tout à l'heure. Si vous en avez l'occasion, si vous n'avez pas vu, regardez Law and Order de Frederick Wiseman. Bon, il a fait énormément de documentaires, mais à cette époque, en fait, ceux qu'il a fait sont vraiment exceptionnels. Ils sont ressortis il n'y a pas très longtemps d'ailleurs au cinéma. Il y avait Hospital, on en a repassé ici en fait, il y avait Juvenile Court, et donc Law and Order en fait on a l'impression de voir les flics ne dorment pas la nuit mais en version documentaire quoi, c'est à dire parce que c'est pareil, on assiste à toute une série en fait d'interventions quoi. Donc voilà. Tu viens plus ou moins de répondre à ma question, mais ce que j'avais écrit sur LinkedIn, je le pense encore plus après cette première vision sur un grand écran, comme c'est ma deuxième fois avec ce film, et c'est vrai que pour moi c'est un film phare. J'évoquais Training Day ou La nuit nous appartient pour des choses un peu plus récentes, mais réellement pour moi ce film, alors là on parle de cinéma et c'est peut-être ce qui est plus important, mais c'est vrai que c'est vraiment un modèle, je pense, pour un paquet de séries, et j'entends depuis fin des années 70, début 80, avec, pour ceux qui ont peut-être connu la 5 de Berlusconi avec le capitaine Furio, Hill Street Blues, parce que le sergent d'ailleurs qui avec sa pipe,
c'est un des personnages principaux de cette série chorale, mais il y en a quelques-unes comme ça qui pourraient se revendiquer d'eux vite fait, comme des The Shield, des NYPD Blue, et Southland que je conseille aux gens de regarder, qui est trop peu connu en France. C'est vraiment à voir, ça a une quinzaine d'années. Et ma question étant, est-ce que en termes justement de flics, de patrouille, de terrain, avec une certaine réalité âpre comme ça, est-ce qu'il y aurait d'autres films des années 70 ou 80, mais purement flics de patrouille, quoi? Alors, flic de patrouille, là tout de suite ça me vient pas. C'est vrai qu'en général on va tout de suite s'intéresser à celui qui devient inspecteur, enfin en tout cas qui part en mode détective, quoi. On a alors un peu plus tard, il y a Choir Boys, en fait, qui a été à la base écrit par Joseph Wambo. Je sais plus le titre français, j'ai oublié. C'est une sorte de pré-Police Academy, quoi, d'une certaine manière. Non, parce que là, du coup, on est un peu dans le côté dégénérescence du genre, quoi, qui finit toujours en parodie ou en comédie. Donc quand ça en arrive là, on sait que c'est foutu. Mais Choir Boys, c'est Robert Aldrich. Ça doit être 76-77. Alors c'est un film, je sais qu'il peut être apprécié. Moi, quand je l'ai vu, j'ai eu du mal parce qu'il y a plein de trucs problématiques dedans. Mais on est vraiment avec les policiers, en fait, de patrouille, en fait, voilà. Donc il y a ça dans ce film. C'est vrai que sinon on a, alors si vous pouvez voir, For Apache The Bronx, j'ai oublié le titre français encore une fois, mais c'est avec Paul Newman, et c'est un film qui est un peu plus récent, je crois que c'est 1980. C'est Policeman en français ? D'accord, merci, ouais. Et donc c'est 80, quelque chose comme ça. Et alors c'est un film, moi, que j'ai trouvé fabuleux. Et il me semble que dedans il fait des patrouilles, et donc il est plutôt un flic relativement de base. Voilà, on parlait que là il y a de la corruption et tout, mais c'est dans le côté réaliste. En plus ça se passe dans des quartiers pauvres, etc., de New York. Enfin, c'est vraiment un film fabuleux et que je passerai pas là. C'est Daniel Petrie, voilà, ça il est pas très connu, mais voilà. Oui, alors j'ai compris qu'on était dans un cycle polar, mais en voyant ce film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert, je ne savais plus si on était dans un polar ou dans un film social. Parce que moi je vois divorce, l'alcoolie, le problème d'alcool, le suicide, la souffrance au travail, le rapport au travail, le marchand de sommeil et tout. Donc je trouve que les critiques de l'époque dont tu parlais au début de la présentation étaient un peu sévères par rapport à la réception du film. Et je comprends bien aussi, je suis d'accord avec l'intervention de tout à l'heure, que c'était pas l'objet du film, et que c'était pour montrer, c'est la difficulté, et puis toutes les réflexions aussi sur d'ordre social, carrément, quoi. Donc j'aurais du mal à qualifier même ce film de polar, même s'il casse les codes du polar, et c'est un film qui sort des catégories un peu habituelles, quoi. Voilà. Oui, non, mais on peut dire ça. De toute façon, le polar, en fait, voilà, il y a des variantes, enfin des mélanges aussi. Enfin, les genres sont toujours un peu poreux aussi, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, quand ça devient intéressant, c'est qu'il y a un peu de mélange, il me semble. Après, sur la réception du film à l'époque, alors je crois que c'est surtout en France. En fait, tout simplement, je pense que c'est qu'il y avait un cadre idéologique qui faisait que le fait de s'intéresser aux policiers, c'était déjà mal en soi, quoi. Vous voyez. Donc c'est il y a pas mal de films comme ça qui n'ont pas vraiment été vus, parce que comme vous dites, quand on le regarde, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qui était critiqué à l'époque. Donc oui, il y a tout ce que vous dites, encore une fois, sur le social, c'est vrai, mais il y a aussi quand même ce discours qui passe beaucoup par Kilvinsky, d'une vision très très noire de la société, et qui n'est plus dans des coordonnées sociales ou progressistes. Mais juste pour finir sur Kilvinsky, encore une fois, je pense que le film arrive à faire les deux, c'est-à-dire encore une fois à faire apparaître en fait cette singularité, du corps social, et en même temps aussi à véhiculer un discours qui est
à mon avis, d'essence plus conservatrice. Bon, voilà. Oui, et puis pour renforcer ce côté où clairement il a choisi un angle, hein. Il parle pas de toute la vie de la société américaine à ce moment-là, il choisit des angles, et notamment il y en a un, le fait qu'il se concentre sur des métiers et sur des scènes de nuit, fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, à ma connaissance, dans le film, on voit que 2 enfants en fait. Il y a celui bébé qui s'est fait battre, et il y a celle qui dort. En fait, il n'y a pas d'enfant. Donc, c'est-à-dire que c'est une vision qui renforce le côté noir, en fait. On a l'impression que c'est un microcosme qui n'a pas d'avenir, quoi. Oui, que ça se passe de nuit majoritairement, ce genre de choses. Oui, complètement. Ouais. Bah oui, quand même, ils font une sélection. Et alors, moi, j'ai pas lu un livre de Joseph Wambo, il faudrait le trouver pour voir. Mais j'imagine qu'ils ont choisi dedans, parce que bon, le film, il fait quoi, 1h40 max. Voilà, j'imagine qu'ils n'ont pas pu tout mettre, quoi. Donc il y a eu un choix et ça a été fait ça a été quand même structuré. Moi je pense qu'il y a forcément un discours, quoi, dans tout film, et donc voilà, voilà ce qu'on peut dire, quoi. Voilà. Bon. Si vous avez plus de questions, on s'arrête là. Et merci beaucoup. Et donc on se retrouve donc le mois prochain pour le coup un film de Peckinpah, voilà, Guet-apens. Oui, Peckinpah, bien sûr, ouais, c'est son truc, ça. Grand cinéaste de gauche. Bon, merci beaucoup, bonne soirée.